Euh, on va dérouler cette table ronde en deux parties. La première partie sera une présentation de cas d'usage avec des retours d'expérience. Et on aura une deuxième partie qui sera davantage un débat autour de questions, parfois philosophiques, autour du métaverse et l'avenir du travail. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec mes invités, que je remercie chaleureusement. Et j'en profite également pour remercier la Cité des Sciences et le Carrefour Numérique pour l'organisation de cette conférence. Et je vais tout de suite laisser la parole à Vincent Guigui, qui est Head of Metaverse and Extended Reality chez Octo Technologies, qui est le fleuron innovant du cabinet Accenture, et qui va nous parler d'un cas d'école qui est le onboarding VR des nouveaux arrivants chez Accenture. Et ce que je vais demander à Vincent, à Alexandre et à Benjamin, c'est de se présenter, bien sûr, de présenter le cas d'usage, présenter la problématique à laquelle il répond, ce qu'on appelle souvent les pain points, les objectifs, et puis parler des avantages, des bénéfices, et puis également des freins et des limites sur chacun de ces cas d'usage. Vincent, je te laisse la parole. Je commence alors. Ok. Merci. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, je suis Vincent Guigui, je travaille pour Octo Technologies qui a été racheté par Accenture il y a quelques années. Et sur mon parcours rapidement, j'ai toujours été intéressé par les interfaces naturelles, les nouvelles interactions entre l'homme, les hommes et les machines, notamment sur les interfaces où il y a moins de friction. Un ordinateur, un clavier de souris, c'est un peu compliqué. Il y a toujours des choses à apprendre et à aller sur des interfaces gestuelles, tactiles, immersives. Ça rajoute plus d'immersion et plus de facilité au quotidien et ça réduit les charges cognitives et donc ça m'intéresse beaucoup. Et en parlant de ça, justement, chez Accenture, on a eu des nouveaux arrivants au niveau mondial qu'il fallait intégrer en plein confinement. C'était il y a 2 ans, il y a maintenant un peu plus de, presque 2 ans, et ils ont dû arriver worldwide, donc au niveau du monde. Comment on fait pour intégrer des gens qui ne vont pas voir leurs collègues parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Et le but, le pain point, c'était comment être sûr qu'ils restent rattachés à la société, au niveau des valeurs, au niveau de l'identité, comment ils créent du lien avec leurs collègues, avec leurs managers, avec leurs chefs, comment ils font pour être intégrés tout simplement, et quelles formations ils peuvent avoir, sachant qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer, d'aller dans une salle de formation. Et du coup, Accenture a déployé on appelle ça le package d'arrivée, dans le colis d'arrivée, les consultants ont le droit à leur ordinateur, okay, leur téléphone, et ils ont eu le droit aussi à un casque de réalité virtuelle. Ce casque de réalité virtuelle du marché, qui coûte 400 € à peu près, ils ont eu le droit à ce casque, et on leur a dit, grâce à ça, vous allez pouvoir être intégrés, faire ce onboarding au quotidien. Durant le déploiement de ce casque, il y a des problématiques. C'est un téléphone, tout le monde sait l'utiliser a priori. Un casque, c'est comme un téléphone, mais il y a des applications à télécharger, il y a une connexion Wi-Fi. Du coup, on a mis en place tout un système d'assistance pour les nouveaux arrivants, en leur disant, vous avez ce nouvel appareil, on va vous aider, on va mettre en place une helpline, une ligne téléphonique pour vous aider à utiliser ce casque au quotidien. Parce que le but, c'est qu'ils aient ce casque et qu'ils se disent, c'est mon outil de travail. C'est pas un truc que je fais une fois dans la semaine et puis après je le mets et ça prend la poussière. Il faut que le casque puisse être utilisé au quotidien pour différentes activités que je vais dérouler maintenant. La première étape, c'était l'onboarding, donc vraiment le séminaire d'intégration. On a demandé à chaque consultant, avec ce casque, de créer un avatar qui leur ressemble un minimum, pour pouvoir être présent dans ce monde virtuel. Puisque le metaverse et les mondes immersifs, c'est être présent avec d'autres personnes. Et si mon avatar ressemble à un dragon, c'est pas vraiment moi qui suis dans le meeting, mais moi je me déconnecte de mon identité online. Donc on a demandé à avoir des avatars réalistes qui leur ressemblent. Et ils ont eu le droit, les premiers jours, à un séminaire d'intégration. Le patron, qui est là sous forme d'avatar, et qui va leur parler des valeurs de l'entreprise, des différents secteurs de l'entreprise, des différents métiers. On a déployé un peu plus de 50 000 casques, États-Unis, Canada et un bout de l'Europe. Et ça lève plein de problèmes parce que les time zones, les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc on a décidé de faire des séminaires par région pour faciliter ça. Ils ont eu des séminaires donc, avec le patron qui parle, en live, en direct,
On a eu des séminaires aussi faits à base de replay, donc c'était préenregistré, et du coup on peut décliner ça très facilement. On a des endroits où on a accueilli plus de 100 personnes d'un coup, dans une grande salle virtuelle. Il y a d'autres endroits où on a fait des petites salles, et c'était le même speech, le même discours qui était répété dans les différentes salles. Il y a moins d'interaction entre le public et l'orateur, mais c'est pas grave, puisque le but en fait c'est que les gens créent du lien entre eux. Là, si vous faites beaucoup de conférences ou de visioconférences sur Teams, il n'y a qu'une personne qui parle à la fois. Il y a l'orateur, il parle, les autres, ils suivent, ils sont derrière leur écran. Si vous êtes en présentiel, si quelqu'un dit une bêtise, vous pouvez vous tourner vers votre collègue et rigoler, lui parler, dire « Ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord ». En VR, on peut recréer ça. Il y a la notion d'espace, la notion de lieu, il y a la notion de « je parle qu'à une personne » sans forcément avoir besoin de faire un chat en parallèle et autres. Du coup, ça recrée du lien informel, sans le vouloir, sans mettre en place de nouvelles technologies, on a recréé du lien entre les personnes. Et les collègues, ils se sont dit, j'ai vu l'avatar d'Alexandre, de Benjamin, et je commence à les connaître. J'ai vécu un moment avec eux. Et ce lien informel est très fort pour se dire, notamment au niveau ressources humaines, ils vont partir moins facilement de la société. Ils ont des collègues, c'est des points d'attachement. Le dernier élément qu'on déploie, c'est aussi des formations. Soit des formations de métier, avec par exemple, des gestes métiers, apprendre à réparer une machine, apprendre à gérer une situation. Il y a aussi des soft skills, c'est l'autre côté des formations. Apprendre à manager quelqu'un, être son manager, apprendre à gérer un conflit. Ça, on peut nous mettre en situation. Demain, je suis devant un avatar qui est géré par l'ordinateur, qui va m'agresser, me parler, et je dois gérer le conflit à base de QCM, et je vais pouvoir voir la réaction de cet avatar dans une expérience parfois anxiogène, parfois ludique, et gérer un peu cette situation. Plus que juste un vrai QCM en 2 dimensions dans le navigateur, là, je suis aux premières loges, j'ai cet avatar qui me dit « je suis pas d'accord, j'ai pas envie de payer la facture ». Qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis ça, je lui dis d'accord, je lui dis quoi, et on teste. Donc la formation, soft skill, hard skill, donc matière molle et matière dure sur les compétences métiers, et toute la partie séminaire intégration. Et étant donné que ces collaborateurs ont un casque de réalité virtuelle, est-ce que vous les encouragez aussi à découvrir d'autres expériences plutôt divertissantes, au-delà de l'aspect travail et de l'aspect productivité ? Et effectivement, on a 2 axes sur ça. On a créé une communauté. Il y a une communauté sur Teams, outil interne, où on dit aux gens, allez, régulièrement ou hebdomadairement, on fait un meeting à la plage, ou on fait un meeting dans un musée. Et on fournit des lieux où les gens peuvent se rencontrer de manière informelle. On ne leur dit pas, c'est la réunion du patron, c'est juste, comme vous feriez une pause café, voilà, faites votre pause de 16 heures avec un collègue au hasard ou un collègue sélectionné, et on a des lieux ouverts et vous pouvez y aller. Ça crée du lien, et ça permet aux gens de se dire, le casque, il me sert au quotidien, il m'aide à bien vivre la situation qui était le confinement à l'époque. On leur fournit aussi des licences sur des outils, sur des applications ludiques, puisque le casque, c'est pas comme un outil de travail. Ils avaient accès à une application de fitness. On leur donnait une licence pour l'application de fitness et on les incitait à utiliser même le week-end le casque. Pas forcément pour le boulot, mais juste pour être avec, jouer avec. Et que si demain leur manager ou un client dit on fait le meeting en distanciel en VR, qu'ils disent ah bah oui c'est possible, j'ai le casque avec moi. Pas qu'ils disent ah non mais le casque il prend la poussière, faut que je fasse la mise à jour, il se connecte plus au Wi-Fi, il faut le brancher. Il faut faire de la place dans le salon. Non, il faut que l'outil soit disponible comme le téléphone. Si j'ai besoin d'appeler quelqu'un, j'appuie sur le bouton et c'est fait. Le casque, ça doit être un outil du quotidien. Donc on les incitait gentiment, de manière ludique, à utiliser le casque pour autre chose que le boulot, pour que ça devienne un accessoire qu'ils utilisent. Comme un téléphone, on envoie des messages personnels aussi avec, ça sert aux deux. Et cette expérience qui date depuis 2 ans, ce déploiement assez massif, est-ce que vous avez déjà fait un bilan sur ce déploiement, sur l'utilisation, sur peut-être les économies que vous avez réalisées par rapport à la situation où j'imagine avant les consultants partaient en séminaire à l'autre bout du monde ? Exactement. C'est vrai qu'il y a quelques années, les gens, leur séminaire d'intégration se faisait à Chicago. Le petit voyage à Chicago, économiquement, écologiquement, c'était pas très rentable, mais au moins ils étaient là, ils étaient contents, ils ont vu Chicago, il y a un showroom, il y a un laboratoire de R&D, c'était très joli. On a recréé ce showroom en réalité virtuelle, on a créé aussi des lieux fantaisistes, parce qu'il n'y a pas besoin de recopier les open space du boulot, et on est en train de faire justement, même si c'est plus de 50 000 personnes, ça reste une expérimentation à l'échelle d'Accenture, puisque c'est un petit pourcentage des employés au niveau mondial.
On est en train de faire les mesures, l'expérimentation continue. On voit comment on déploie dans certains pays, parce qu'il y a des freins réglementaires de mettre un Oculus Quest en Allemagne, c'est pas possible, il faut se rabattre sur un autre casque ou autre. Donc on fait le retour d'expérience. Le bilan quand même, ce que je peux partager, est très positif. Les gens se sont dit, mais j'aurais pas pu survivre avec juste un Teams. Faire une visioconférence tous les jours avec des collègues dans une petite zone. J'avais ma bulle d'air, qui était une bulle VR, réalité virtuelle, où je pouvais voir des gens, interagir avec eux. En VR, on peut se mettre debout, on peut s'asseoir, on peut se mettre dans son salon et pas à son bureau. Alors que quand on est sur ordinateur, en général, clavier, souris, double écran, on est assez figé. C'est assez bloquant. Donc, très positif. Il y a quelques personnes où ça freine. Il y a des gens qui sont des fois un peu abscons à la technologie. Ils ont du mal à adopter une nouvelle technologie et ça ne marchait pas. Mais en général, les gens ont bien aimé parce qu'il y avait du ludique, parce qu'il y avait du travail et il y a très peu de freins. Et le truc, souvent, on se dit, la VR, ça rend malade. Ça dépend des expériences. Et là, on ne fournissait aucune expérience qui rend malade parce que c'était des expériences très statiques au niveau positionnement, mais très interactives. Et donc les gens sont très contents. Et donc on est en train de voir comment déployer ça sur d'autres territoires. D'accord, d'élargir encore davantage. Est-ce que dans l'assistance, on a des questions? Je n'ai pas précisé, mais on va prendre chaque fois du temps pour prendre des questions de l'assistance. Ou à côté, hein, pas forcément... Alors la question qui est posée, c'est de savoir à quel moment on se déconnecte. Est-ce qu'il y a du temps lié au professionnel ou personnel? Est-ce qu'on fait bien la distinction entre ces moments-là? Comment vous avez géré chez Accenture? On leur a dit de créer sur le casque un compte avec leur identité professionnelle. On leur a dit n'utilisez pas votre compte perso, pour aider à faire cette scission. N'empêche qu'on leur donnait aussi le casque en leur disant faites ce que vous voulez le week-end avec. Donc c'est quand même un problème qu'on a avec n'importe quel appareil. Moi, mon ordinateur du boulot, le week-end je l'allume et je vais aller faire mes courses Ikea dessus en ligne. J'ai WhatsApp sur mon téléphone pro, mais c'est pas pour parler que à mes collègues. Donc il y a toujours ce problème. Sur les téléphones, on peut maintenant désactiver le mode pro et ça s'éteint le week-end. En VR, c'est pas possible parce que souvent le casque est utilisé beaucoup à des fins personnelles et moins professionnelles. Quoi qu'il en soit, la scission, elle est facile. On ne leur demande pas de passer 24 heures sur 24 sur le casque, ni 8 heures par jour. C'est plutôt occasionnellement durant la semaine. Pour beaucoup de métiers, c'est un outil à certains moments. C'est pas mon nouvel écran. C'est un peu le titre de la session. Le futur du travail. C'est pas, non, ça remplace pas l'ordinateur. On n'a pas la même efficacité en VR qu'avec un vrai clavier et une vraie souris. Et surtout, on n'a pas forcément envie de se mettre 400 grammes sur la tête toute la journée. Il y a des métiers où c'est nécessaire, il y a des métiers où c'est pas nécessaire. Donc, la scission, elle est facile, c'est je vais dans le metaverse, on va appeler ça comme ça, même si à l'époque de l'expérimentation, il n'y avait pas le mot metaverse à la mode, c'est je vais dedans pour voir des gens. C'est pas j'y vais pour travailler forcément, c'est j'y vais pour voir des gens, pour voir des collègues ou des clients ou autres, mais c'est pas pour ouvrir un tableur Excel ou un Word et passer la journée dedans. Ça ne sera pas agréable à long terme. Donc la scission, elle se fait et les gens, ils ont une éducation personnelle à faire. Bah, quand est-ce que je raccroche? Quand est-ce que j'éteins l'outil pro et je passe sur du perso? C'est plus personnel et ça faisait partie de la helpline qu'on fournissait, c'était les aider à arbitrer un petit peu, on les conseillait, mais c'est vraiment plus personnel que corporate. Merci Vincent. Je vous propose qu'on passe à un deuxième cas d'usage, très intéressant, avec Alexandre Pham, qui est président de Mr Temp Group, qui est un groupe spécialisé dans l'intérim avec à la fois des canaux digitaux et des agences physiques, et qui vient nous parler d'un projet très innovant d'agence d'intérim dans le métaverse. Exactement. Merci en tout cas pour votre invitation et bonjour à tous. Peut-être donner un peu de contexte sur notre métier, qu'est le travail temporaire, qui donne un peu de contexte sur qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble dans le métavers. Alors l'intérim, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ce secteur-là, c'est un secteur d'abord qui est énorme en France. C'est près de 2,7 millions de personnes qui chaque année font au moins un contrat de travail temporaire, 800 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, secteur gigantesque. Et j'ai lancé le groupe Mr Temp il y a maintenant 13 ans
partant du constat que c'est un secteur qui reste encore aujourd'hui assez archaïque. Alors pour ceux qui vivent à Paris, si vous baladez près de la gare du Nord ou la gare de l'Est, vous allez voir une ribambelle d'agences d'intérim les unes derrière les autres, avec des petites affichettes disant je cherche un maçon, je cherche un grutier. Et lorsqu'on commence une mission d'intérim, il y a encore beaucoup de papiers qu'on se trimballe, avec des contrats à signer, des relevés d'heures rapportés, etc. Et c'est qu'une des intuitions qu'on a eues au sein d'Eastertemp, il y a maintenant pas mal d'années, c'est de digitaliser effectivement tout ce qui était digitalisable, tout en gardant évidemment une dimension humaine qui est vraiment essentielle dans ce métier. Et donc, on a effectivement lancé une plateforme par laquelle aujourd'hui, on a 1,6 million de personnes qui sont connectées et inscrites via notre plateforme. Et notamment, on parlait tout à l'heure de l'impact du Covid, qui a été un formidable accélérateur, effectivement, de la digitalisation de notre secteur et de notre société. Pour un chiffre, aujourd'hui, on fait travailler chaque jour près de 8000 personnes un peu partout en France. Et c'est assez naturel qu'on se soit penché sur la question du métavers. Pour dire, mais finalement, qu'est-ce que le métavers peut apporter dans ce secteur qui est celui du recrutement et du travail temporaire, avec un pain point, effectivement, qui est extrêmement complexe, surtout en ce moment, c'est la difficulté à trouver des candidats. Effectivement, toutes les entreprises se plaignent effectivement d'avoir du mal à recruter des compétences. Du coup, l'importance de se rendre attrayant vis-à-vis des candidats et de pouvoir effectivement être extrêmement réactif lorsqu'on a des besoins. Et alors, il faut évidemment rester humble, hein. Le métavers est encore aujourd'hui tout à fait au stade expérimental, mais il me paraît extrêmement prometteur. Alors pour dire très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il y a le stade un peu de ce que tout le monde imagine un peu comme étant la partie la plus évidente. Effectivement, donc on a acheté un lopin de terre sur le sandbox, on a créé une agence virtuelle par laquelle les gens peuvent venir effectivement, je vais passer un entretien virtuel. Je trouve que c'est une vision extrêmement limitative du métavers. Si c'est pour recréer en virtuel avec un sorte de Second Life, ce qui existe déjà en mieux en physique ou via du Teams, bah autant passer par Teams parce qu'on a effectivement un lien humain qui est beaucoup plus fort. Et je mets de côté quand même une question importante qui est la question des luttes contre la discrimination sur laquelle le métavers peut apporter effectivement quelque chose d'important. Je trouve que le réel bénéfice que nous on attend du métavers, c'est vraiment l'expérience immersive produite par le métavers, qui est beaucoup plus forte que simplement un entretien virtuel. Et pour un exemple concret de ce qu'on est en train de lancer en ce moment, alors ça se lance dans 15 jours, on travaille avec un partenariat avec un de nos gros clients, je ne veux pas encore citer le nom, mais qui est une grande plateforme logistique, effectivement, et qui ont des grandes difficultés à trouver les profils de préparateurs de commandes piétons. Alors le métier c'est quoi? C'est des gens qui vont, entre guillemets, simplement, même si c'est pas si simple que ça, prendre des colis effectivement et les mettre effectivement dans des biens, dans des colis pour les envoyer ensuite derrière. Et grande difficulté de recrutement effectivement pour ces profils-là qui ne sont pas particulièrement attrayants. Et donc on a vraiment filmé un environnement 3D effectivement pour que des candidats potentiels puissent venir s'immerger virtuellement dans l'environnement de travail dans lequel on est. Donc voilà, vous avez effectivement une vision en 3D avec des petits tests effectivement entre guillemets très simples. Dire tiens, effectivement tu as le colis 84 B6 qui s'affiche effectivement sur ton poignet, prends-le et mets-le dans le bac, dans le bon bac en question. Une série comme ça de tests. Et là où je trouve que c'est extrêmement intéressant, moi j'estime que c'est un excellent canal pour nous de permettre à des gens de valoriser des compétences qui ne sont pas valorisables sur un CV. Les profils qu'on met en poste sont des profils qui sont très loin d'être forcément des ingénieurs Accenture ou autres. C'est des gens qui, pour certains, n'ont aucune expérience professionnelle par ailleurs, mais finalement, qui auparavant, lorsqu'on parlait en monde physique, pouvaient faire des tests, c'est la planche à boulons. J'ai travaillé assez longtemps dans le monde de l'industrie pour tester la dextérité des personnes. Bon, on avait physiquement des tests de planche à boulons sur lesquels les gens venaient montrer qu'ils étaient dextres, effectivement, sans avoir pour autant des diplômes. C'est dans le monde virtuel, on se rend compte qu'il y a possibilité de retranscrire ce type d'expérience-là de façon plus ludique, de façon beaucoup plus efficace d'un point de vue sélection, puisqu'on n'a pas besoin de faire en sorte que les gens se déplacent physiquement dans un endroit pour aller ce genre de choses, et avec également une valeur de valorisation des métiers. Parce qu'on se rend compte que l'environnement il est propre, il est clean, il est ludique, il est intéressant, et je trouve que c'est une expérience en tout cas extrêmement séduisante, de façon à valoriser un métier, sélectionner des gens effectivement qui, indépendamment des critères de CV, et également un élément, une expérience intéressante en termes de sensibilisation
en termes d'immersion sur les sites, on se rend compte que c'est des métiers où souvent on ne passe pas assez de temps à bien accueillir les candidats sur le site. Donc tout ce qui peut être fait en amont de phase pour que les gens se retrouvent, tiens, voilà ta zone de travail, attention en termes de sécurité, tes zones dangereuses, il ne faut pas y aller, etc. Bah, c'est autant de temps de gagner et de sécurité augmentée également pour les candidats. Donc pour moi, c'est un univers qui est extrêmement prometteur. Je lance là maintenant et on serait curieux de voir un peu les résultats par rapport à ça. Voilà, à nouveau, hein, j'insiste, hein, permettre à des gens qui ont des compétences qu'on ne voit pas forcément sur un CV, de les mettre en valeur via le métavers, avec un petit garde-fou quand même, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question, et notre grande crainte, c'est de robotiser la relation qu'on a avec nos candidats. Et j'ai bien fait une distinction entre finalement la digitalisation et la robotisation. Moi, qui sont deux choses très différentes et qu'on confond souvent. Pour moi, tout ce qu'on innove en termes de digital doit nous permettre de consacrer plus de temps à ce qui est essentiel dans notre métier, c'est la relation humaine, sur le savoir-être, l'accompagnement, l'échange. Donc je fais une grande différence entre effectivement ces systèmes d'évaluation, de tests qui permettent effectivement de rendre des choses beaucoup plus efficaces, mais pas pour autant partir, en tout cas c'est notre credo, dans une logique de caricature de chatbot par exemple, que personnellement je trouve toujours insupportable, de pouvoir effectivement, lorsqu'on a envie d'échanger avec quelqu'un, qu'on puisse échanger avec une vraie personne qui répond à vos vraies questions. Et je pense que notre logique, c'est que le digital ne vienne pas, et le métavers ne vienne pas supplanter l'humain, mais permettre justement de faire gagner de temps sur tout ce qui finalement a peu de valeur ajoutée, ou qu'il est compliqué de faire de façon physique, pour consacrer plus de temps à ce qui est essentiel à notre métier, qui est cette qualité de relation humaine et d'accompagnement. Et justement, sur cette expérience immersive, pour placer les candidats dans l'environnement où ils pourraient être amenés à travailler, donc vous avez parlé de tests voilà, dans un milieu immersif. Comment vous recréez cette relation humaine? Comment vous créez le onboarding qui permet de maintenir cette relation humaine avant que la personne aille dans un monde virtuel? Alors, il passe par différents canaux, hein. Alors d'abord, c'est qu'on continue à avoir des implantations physiques, hein. Aujourd'hui, Mister Temp, on a 170 effectivement, implantations physiques un peu partout en France. Et on a sur ces plateformes logistiques, on a quelqu'un qui est un salarié de chez nous, qui est là sur place, de façon à accueillir les candidats physiquement et éventuellement pouvoir échanger avec eux physiquement. Après, l'idée, c'est que c'est une expérience de métavers, peut s'avérer en amont, enfin, ça veut dire pour accueillir effectivement des candidats et faire passer ces évaluations, mais dès que la personne souhaite interagir avec quelqu'un, que ce soit effectivement via un chat, au téléphone ou en entretien, il puisse parler à quelqu'un qui est en charge de cette relation-là sur le site. Donc l'idée pour nous, ça fait partie d'un ensemble effectivement, donc c'est un outil parmi tant d'autres, de façon à créer cette relation entre eux, potentiellement une entreprise qui va embaucher cette personne-là et un candidat qui cherche un métier. D'accord, merci. Est-ce qu'on a des questions sur cette expérimentation, sur ces tests sur des candidats au niveau de l'audience? Moi j'en ai une, en fait, pour toi. J'ai pas compris si c'était avec des casques ou pas, comment vivaient en fait les candidats, quel device en fait? Alors oui, il y a des casques, mais qui ne sont pas obligatoires. Effectivement, on a. Oui, alors, il y a une expérience de casque. Donc, les gens qui sont équipés de casques peuvent effectivement se connecter via un casque, effectivement, et faire l'expérience immersive en casque, comme vous pouvez le voir juste ici tous. On met à disposition également des casques sur site. Donc, des gens qui viennent sur site, effectivement, qui n'ont pas de casque, peuvent venir effectivement au sein de notre entité passer ce test virtuel via un casque. Mais également, on peut également via le web. Alors, l'expérience est moins sympa. Se balader et scroller dans un environnement qui est simili 3D sur un écran plat. C'est vrai que le taux de pénétration du device étant aujourd'hui extrêmement faible, il nous a paru un peu risqué de ne pas avoir aussi d'interface 2D, effectivement, pour ce type d'expérience. Ok, je comprends tout à fait. Okay. Merci Alexandre, c'était passionnant. Je vous propose maintenant de donner la parole à Benjamin Atlani, qui est CEO de Wixar, qui est éditeur d'une plateforme SaaS de métaverse RH, recrutement et formation. Et Benjamin, tu voulais nous parler d'une expérience immersive de découverte des métiers du port de Marseille en immersion dans le métaverse, et notamment le métier que je ne connaissais pas de consignataire. Voilà, je vais en parler. Donc vous avez compris que nous sommes, je vais peut-être prendre ça, nous sommes un petit peu différents, parce que nous sommes une plateforme logicielle. Du coup là, moi je vais parler d'une expérience d'un client en fait,
D'abord, je me permets de situer, de vous montrer un petit peu qui on est nous. Et qu'est-ce que c'est Wixar? Wixar, c'est une plateforme collaborative, en fait, c'est un logiciel SaaS. Je vais essayer de passer ça. Ça n'a pas l'air. Ah si, ça va. Tac. C'est une plateforme SaaS, donc un vrai logiciel qu'on peut utiliser. Nous, on a travaillé en fait, l'idée de départ, c'était de dire la réalité virtuelle, il faut que ce soit simple. C'est-à-dire qu'on a fait le constat il y a 3 ans que c'était génial mais très compliqué et qu'il fallait qu'il y ait de l'autonomisation. Donc en fait, nous, on va mettre une plateforme à disposition plutôt des concepteurs formateurs plus qu'aux développeurs. Donc c'est une plateforme no-code. Et on a, alors ça, moi, ça va bien dans ce que tu disais juste avant, nous, on pense vraiment que l'échange entre humains doit rester au centre des expériences digitales. Donc on n'est pas du tout là pour tout digitaliser, tout mettre en VR. On est là pour recréer quelque chose autour de l'humain grâce à la réalité virtuelle. Alors peut-être que c'est pas encore très concret, je vais essayer de l'être un peu plus. Juste quelques éléments sur l'outil. Donc on a mis un focus sur la guidance. Donc la problématique d'un outil, c'est comment je m'en sers. Donc super, j'ai un outil à disposition, mais qu'est-ce que je fais avec? Donc toute une scénarisation automatisée avec de l'IA, un focus sur l'adaptif et le comportemental, donc avec beaucoup d'insights qui remontent, et sur la scalabilité. Donc les clients qui viennent nous voir, c'est plutôt des gros clients qui ont, on va dire, un nombre important de salariés, il faut scaler. Je vais passer un petit peu quelques slides, je veux absolument vous parler, voilà, tac, quelques-uns de nos clients, effectivement. Voilà, on va rentrer plus sur les cas d'usage. La valorisation métier, c'est quelque chose qu'on a repéré tout de suite grâce à la VR, et là je vais en parler puisque le cas d'usage sera sur ça. Mais il y a aussi d'autres cas d'usage intéressants, et en résumé, c'est l'amélioration de la collaboration à distance, donc le côté métaverse, RH, donc vraiment spécifique chez Wixar, mais je vais y revenir, mais un métaverse complètement privé. Digitaliser les process, ça c'est toute la formation finalement, soft skills, hard skills, comment on fait pour digitaliser les process et en quoi la VR. Alors je ne vais pas revenir là sur l'intérêt de la VR. Ici vous avez quelques images du métaverse RH Wixar. Donc Wixar en fait permet d'intégrer tous les mondes, tous les contenus que vous pouvez avoir. Donc on va pouvoir tout personnaliser et ensuite créer très facilement des relations entre des objets sans code et donc du coup pouvoir interagir avec des avatars. Donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet sur le cas concret qui est le nôtre. Alors je reviens juste un peu là-dessus. Unveils Human Potential Through Emotion, c'est notre leitmotiv chez Wixar. En fait l'idée c'est de partir du principe qu'il faut mettre de l'émotion dans notamment le recrutement. Alors le cas d'usage du client, c'était donc le grand port maritime de Marseille, ainsi que l'UMF, donc c'est 42 000 entreprises, 42 000 salariés sur la façade, c'est 460 entreprises, ils ont des problèmes de recrutement. Alors vous savez bien qu'à Marseille, il y a beaucoup de chômage. Donc la question, c'est comment on fait pour, devant cette inadéquation offre et demande, comment on fait pour faire matcher. Et donc ça, c'est côté entreprise. Côté candidat, c'était de se dire, quand on est face à 3 offres d'emploi, qu'on ne sait pas du tout quoi choisir, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre la décision? Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais la décision, au final, elle se prend juste au feeling. Si vous imaginez les décisions que vous avez prises dans votre vie, souvent, c'est au feeling. Et le feeling, la question, c'est de se dire comment on fait pour, en VR ou pas en VR, en digital, pour essayer de le retranscrire, ce feeling. Donc nous, on a essayé de travailler comme ça, en se disant, face à voilà, des milliers d'emplois vacants, ok, super, plein de gens qui cherchent du boulot, j'ai du mal à appuyer, donc pardonnez-moi, ça met un petit peu dedans, enfin, j'appuie pourtant, mais voilà. Eh bien, on va essayer de créer quelque chose de plus humain, voilà. Alors, du coup, c'était de dire, on va montrer les métiers. Donc, c'est un peu un vie ma vie métier qu'on a créé. Donc, je vais vous montrer quelques images. Ça, c'est les clients. Un parcours complet vers la formation. L'idée, c'était de dire, on va essayer de focaliser l'attention des personnes dans la découverte d'un vie ma vie métier sur les moments qu'on peut qualifier d'émotionnels ou en tout cas qui vont faire que la personne, elle va être sincère dans ce qu'elle dit. Et donc je vous prends un exemple, consignataire maritime, c'est quelqu'un qui reçoit les bateaux, qui accueille les bateaux, donc c'est la seule liaison entre le port en fait et tous les bateaux qui arrivent tous les jours en pleine nuit. Donc c'est quelqu'un d'assez important, et il en manque, voilà. Et donc ce monsieur-là,
nous décrit son boulot, mais on va essayer, nous, de le faire parler. Donc c'est en même temps, c'est le tournage, c'est voilà, la qualité qu'on peut avoir avec la qualité du rapport humain qu'on a avec lui, qui va être important dans ça, hormis la technique que vous voyez derrière avec la plateforme et tout. Mais comment on va faire pour que lui va nous expliquer qu'est-ce qui le fait triper, pardonnez-moi pour le mot, qu'est-ce qui le fait, voilà, qu'est-ce qui fait que ce boulot-là, il aime bien. Et lui, il nous a sorti quelques perles comme ça, et notamment, il a partagé une de ses peurs, et ça, c'était assez rigolo. Il nous a dit, en gros, moi, quand j'ai commencé, il fallait parler anglais, et j'étais très mal à l'aise avec ça, parce que parler anglais avec les autres gens sur les bateaux, les capitaines des bateaux, et il nous dit, bah, en fait, je me suis rendu compte très vite qu'en fait, il parlait aussi mal que moi l'anglais, et que finalement, qu'on se comprenait. Voilà. Et donc, du coup, ça a été pour lui un élément hyper important, et ça l'a mis à l'aise, etc., etc. Donc, on a beaucoup aimé ça, et je pense que ce qui a marché donc, derrière, dans les bénéfices, donc on voit que ça intéresse énormément. Donc, il y a eu énormément de tests auprès d'étudiants. Donc, aujourd'hui, on a une phase de construction du contenu, parce qu'il y a eu un métier, donc là, de déploiement et construction du contenu. Donc on a fait plein de tests. Donc on voit qu'il y a un engagement des personnes qu'on ne connaissait pas sur d'autres supports, un métier qui est totalement inconnu. Des clés de compréhension, donc effectivement, essayer de montrer un peu un métier. Nous, le but, c'était pas de montrer le métier dans son exhaustivité, c'était juste quelques éléments qui donnent envie peut-être à une personne d'aller plus loin ou de se former. Simuler et évaluer les actions. Donc à l'intérieur, je n'ai pas pu vous montrer, mais effectivement, il y avait des tests d'appétence et de compétences dans un peu ce que tu disais. Donc on va essayer de tester. À un moment donné, il parle anglais avec un capitaine et en fait, on pose la question de à quelle heure, en fait, au fait, le rendez-vous est donné. Si vous savez pas, si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas pu comprendre. Donc on ne va pas demander à la personne est-ce que vous parlez anglais, on va plutôt essayer de la faire rentrer dans un storytelling et voir un petit peu son retour. Les freins qu'on a pu avoir, bien sûr, c'était la création du contenu métier, parce qu'on ne va pas, en image de synthèse, ça coûtait extrêmement cher de recréer. Pour vous donner une idée, il y a 120 métiers sur le port. À peu près 20 métiers en tension, 120 métiers en tout. Donc c'est énorme, même 20 métiers, de refaire tout en image de synthèse. Donc on a plutôt été sur la solution vidéo 360, mais même ça, c'est pas facile, il faut quand même aller tourner, donc ça prend un peu de temps. Et le déploiement aussi, autre problème forcément, de où je mets les casques, etc. Donc là, il y a à peu près 20 associations du territoire, des pôles emploi, etc., qui vont recueillir des casques et qui vont les déployer. Et on en est à cette phase de test-là. Et aujourd'hui, au niveau des casques, c'est combien de casques qui ont été déployés sur ces 20 agences? Alors, pour l'instant, c'est le début. Je n'ai même pas de chiffres encore. On est en train vraiment de voir ça, de calculer ça. Mais c'est un vrai sujet. Et pour terminer sur ça et faire le lien aussi avec la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, par la suite? C'est aussi d'avoir ce qu'on a à cœur, d'avoir une relation encore plus humaine entre le candidat et l'opérateur métier. Et ce qu'on veut faire, c'est on va organiser des sessions avec la véritable personne en fait, qu'on voit en fait, dans le métaverse, donc de manière à ce qu'ils puissent vraiment discuter directement avec les candidats, et ça sous forme d'avatar, mais avec chacun aura son avatar. Donc on en est là. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de recréer, que ce soit lui, à terme, il ne sera pas toujours dispo humainement, donc il y en aura d'autres, mais en tout cas avec des vrais opérateurs métiers, pas du tout des gens des ressources humaines, des vrais opérateurs métiers. Donc c'est ça qui nous semble intéressant dans cette démarche au fond. Donc recréer finalement le lien social dans l'expérience immersive pour créer le contact avec les personnes et pouvoir répondre à des questions au-delà de l'expérience immersive. Exactement, et en fait dénué de sentiments de je suis devant un DRH où je dois répondre. Là c'est vraiment je peux questionner la personne, j'ai vu son boulot, et du coup on est presque à égalité, quoi. Et celui qui est en face, il a absolument rien à vendre en fait, il est juste là, il explique son métier. Donc ce positionnement-là est intéressant, et là l'utilisation du métaverse, ça permet de réunir plein de gens sur une même interface, qu'ils soient loin ou pas, etc. Donc il y a plein d'atouts à utiliser ce type de déploiement technique qui paraît complexe, mais qui finalement, on utilise des casques
comme vous des Quest ou des Pico. Et c'est assez simple en vérité, même s'il y a une question sur le déploiement. Merci Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions qui vous apparaissent suite à cette présentation, cet exposé? Alors moi, il y a... Ouais. C'est pas vraiment une question, c'est plus des félicitations, parce que c'est vrai que la force de Wixar, c'est sur l'humain. Moi, je déploie aussi des formations plutôt industrielles, et c'est basé sur le protocole. On nous donne un PDF, une procédure, on dit mettez-le en 3D, en image synthèse, ça coûte un bras, et l'apprenant, il est face à une procédure qui a été mise en 3D, c'est ultra pointu, c'est ultra expert, mais il n'y a plus le côté humain. C'est quoi le quotidien du métier? Je ne le vois pas, c'est pour réparer la machine, il y a un bouton, il y a une vis à tourner, mais c'est quoi les astuces du quotidien que un humain pourrait me transmettre si je binomais avec lui durant la journée? Ça, on le perd des fois. Donc, suivant les entreprises, soit on part sur du procédural, la procédure du protocole, soit on est sur de l'humain. Et je pense que l'avenir serait d'avoir les deux, de ne pas oublier l'un quand on a l'autre. Complètement. Je pense que c'est les deux. Et souvent, on a l'impression qu'en fait, avec ces outils-là, on n'arrive pas à voir l'humain. Donc, du coup, c'est pour ça que nous, ça nous challenge beaucoup. Et qu'on dit, bah non, on essaye de faire justement, de recréer ça, ou de même créer des choses qu'on ne peut pas faire, en fait, dans la vraie vie. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve que c'est le dénominateur commun des trois cas d'usage. C'est que dans un monde digital où on va considérer qu'on a une perte de contact, parfois, physique, finalement, dans ces mondes virtuels, on recrée du lien social de manière différente et on arrive à recréer une relation spécifique qui est une relation assez forte, liée à l'émotion et qui est positive pour l'utilisateur. Et c'est vrai que là, on utilise le potentiel de la réalité virtuelle, qui est que la réalité virtuelle active les zones du cerveau liées à l'émotion, liées à la mémoire. Et je pense que là, on a trois cas d'usage parfaits qui montrent cette utilisation positive de la VR. Et pour l'homme, et pour l'humain. Donc vraiment bravo. Est-ce que vous voulez ajouter une conclusion par rapport à cette première phase, par rapport à... moi, j'avais quand même une question à vous poser, c'est quel est l'usage de la réalité virtuelle que vous faites, vous, à titre personnel? Personnellement, c'est du ludique et du social. C'est même dans la définition, une des définitions du metaverse, c'est un lieu où on retrouve des gens et on vit quelque chose. On vit une aventure, on vit une expérience, on vit un cours, on découvre des choses. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai fait des réunions en réalité virtuelle, ce matin encore, où j'ai pris un verre avec des amis qui sont aux États-Unis, mais j'étais à Paris et eux c'était aux États-Unis. On a pris un verre, chacun un verre. Ça cogne un peu dans le casque quand on relève, mais j'ai passé 1 heure avec eux et j'ai vraiment eu l'impression de les avoir avec moi. Et bah, j'ai eu du social, c'est pas joli, mais j'ai eu de l'amitié en VR avec des amis que j'avais déjà, mais que j'avais pas vu depuis longtemps. Et rien que ça, on peut pas le remplacer. J'aurais pas pu me payer le voyage, j'aurais pas eu le contact. Là, je les ai eus avec moi dans la même pièce. Et ça, c'est formidable. Oui, alors moi je me suis cantonné au domaine ludique. J'ai la chance d'avoir 3 garçons adolescents. Effectivement, ils m'ont réclamé un casque de VR Oculus Quest il y a quelques temps. Donc effectivement, c'est comme ça que je suis rentré à titre personnel aussi dans cet univers-là, en y voyant effectivement bah, voilà, tout le potentiel d'émotion qu'il peut évidemment apporter, mais aussi effectivement tout le contexte immersif également qu'il peut apporter au-delà de la partie juste ludique. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prometteur. Et je suis curieux de voir d'ailleurs qu'est-ce que tout le champ d'innovation qui va arriver dans les années à venir, profitant à la fois des investissements qui sont réalisés et de la pénétration des casques également, mais qui passera beaucoup par l'interaction finalement. Moi, je vais avoir une réponse pas très rigolote. Moi, comme je bosse tellement en VR, j'essaie de pas trop passer du temps à côté. Donc, j'essaie de vraiment... On est focus sur Wixar, on fait nos réunions déjà dans le métaverse de Wixar. Donc, en général, j'enlève le casque à la fin de la journée, moi. Je comprends. Un grand merci à vous trois. Merci Alexandre, merci Benjamin. On va accueillir à cette table ronde 2 nouvelles personnes qui vont nous rejoindre pour la deuxième partie, qui est plus qu'on va axer un peu
plus autour du débat et puis de tout ce qu'on peut entendre autour du métaverse. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Wolf, qui est expert métaverse et réalité virtuelle et par ailleurs CEO d'Antilogie, qui pourra se présenter tout à l'heure. Et puis Jérémy Lamry, qui est à la fois entrepreneur et chercheur spécialisé dans la compréhension et le développement du potentiel humain et du métaverse. Alors, pour l'entrée en matière sur le métaverse, est-il l'avenir du travail? Alors c'est vrai que le métaverse, tout le monde en parle. Il n'y a pas un jour où on ne voit pas apparaître un nouveau métaverse. Alors j'ai pris les derniers noms. On a Intraverse, on a Omniverse, on a Alphaverse, on a Cinéverse. Et puis on a tous les autres. Donc on a Horizon, on a Altspace. On a Decentraland, on a le français The Sandbox, bref, on est entouré de métaverses. Et puis la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est finalement le métaverse et le monde du travail. Alors peut-être en première question, et je demanderai donc à Bertrand et Jérémy de présenter quand vous prendrez la parole, existe-t-il un métaverse ou des métaverses? Bonjour, merci de nous accueillir sur cette deuxième partie de ce plateau super passionnant. Alors, la réponse est dans le nom, en fait. Méta, ça veut dire au-delà, beyond en anglais. Ça vient du grec. Ça veut dire que c'est au-delà des mondes qui existent. Donc il y a un métavers au-dessus qui couvre, qui chapeaute, qui regroupe un ensemble de mondes virtuels. Et alors il y a autant de mondes virtuels différents qu'il est possible d'en imaginer. Tu en as mentionné quelques-uns. Il y a une plateforme qui permet de créer son avatar, dont la finalité est de créer son avatar et de le promener d'un monde, enfin de l'utiliser d'un monde à l'autre. Cette plateforme s'appelle Ready Player Me. C'est une référence astucieuse à un film et à un livre bien connu. Et cette plateforme a déjà des accords avec 3500 mondes virtuels différents. Donc à terme, on peut espérer qu'il y ait une infinité de mondes virtuels, qu'en plus ils puissent être interopérables. En tout cas, il faut l'espérer pour ne pas avoir à craindre qu'il y ait un seul monde virtuel comme l'Oasis dans le film et le livre que je mentionnais juste précédemment. Merci. Alors, au-delà, c'est vrai que Metaverse, on parlait d'un buzzword à la mode. Est-ce que ça annonce une évolution plus profonde du monde du travail, selon vous? Alors, on a déjà esquissé quelques points avec les 3 cas d'usage. Quelles seront les principales modifications du monde du travail qu'on peut imaginer ou espérer? Je veux bien me lancer sur le sujet. Bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Sur le sujet du travail, c'est là on parle beaucoup du métavers, mais en réalité, on le voit bien, quand on parle du métavers aujourd'hui, on parle de la réalité virtuelle surtout. C'est quand on comprend le concept de métavers lui-même, ça va bien au-delà de ça, puisqu'on parle notamment de certains actifs décentralisés, parfois même de la plateforme décentralisée. On va parler aussi dans un univers virtuel, les pixels en 3D s'appellent des voxels, et dans un métavers un peu plus, dans un environnement virtuel plus poussé, chaque métavers est doté de ses propres capacités analytiques, de l'intelligence artificielle dedans. Donc, ce qu'on appelle le web computing et le web spatial, ça va bien au-delà de tout ça. Donc, quand ça va arriver, on voit déjà ce que, par exemple, des entreprises comme Wixap peuvent faire avec la convergence technologique actuelle. Donc, quand les technologies vont encore plus converger, être plus matures, on pourra faire beaucoup plus de choses. Et là, quand on parle du travail, c'est vachement intéressant. Parce qu'on peut dire que globalement, l'évolution de notre société, l'évolution du travail, elle suit toujours 5 grandes dominantes. C'est déjà le besoin de faire circuler l'information, toujours plus d'informations, toujours plus rapidement, de manière toujours plus fiable. Et là, par exemple, on l'a vu avec l'arrivée d'Internet. Et ce qu'on vit, c'est simplement l'évolution d'Internet. C'est derrière le métavers, derrière cette convergence technologique, c'est toutes les technologies d'un nouvel usage qu'on appelle le Web 3.0. Et donc, c'est beaucoup plus d'informations, c'est une connectivité entre les gens toujours accrue. La réalité virtuelle va permettre aussi à des gens qui sont éloignés de se rapprocher, donc plus de connexion entre les individus. Ça va permettre aussi de supprimer de plus en plus de tâches parasites, donc d'arriver à s'intéresser beaucoup plus aux résultats.
Déjà aujourd'hui, quand vous ouvrez votre eau, vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau, vous ne savez pas forcément d'où elle vient, vous êtes juste content d'avoir de l'eau là et de ne pas aller la chercher à la rivière. Et de plus en plus, aujourd'hui, on appuie sur un bouton pour avoir un taxi et tout ça, et avec ces capacités d'IA qui arrivent, il y a du traitement qui se fait de manière instantanée, qui fait qu'on n'a même plus besoin de créer des images ou des textes, des algorithmes s'en chargent pour nous. Donc ça aussi, ça fait partie du futur du travail. Et ça colle avec une certaine forme de besoin de standardisation, c'est-à-dire besoin de compréhension commune de tous les concepts qui existent. Ça, c'est le 4e grand pilier. Donc c'est une notion de standardisation entre les langues, entre les concepts, on parle d'interopérabilité, entre les systèmes. Donc créer vraiment des standards qui permettent à tout de fonctionner de manière fluide et continue. Et le dernier, qui est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens quittent leur travail, c'est le besoin de reconnaissance individuelle, ce fameux sens. Et donc ce besoin de sens, est-ce que, et ça pour moi c'est le vrai grand sujet, est-ce que la réalité virtuelle, est-ce que le métavers, est-ce que les mondes virtuels vont permettre de donner plus de sens, en tout cas de reconnaissance individuelle? C'est la promesse du Web3, de fournir plus de reconnaissance aux personnes qui s'impliquent. Est-ce que ça va le permettre? J'ai envie de dire, ça dépendra de quel métavers on héritera. Est-ce que ça sera un système très centralisé, type Horizon Worlds, ou est-ce que ce sera un système plus décentralisé qui permet de partager la valeur, donc de donner de la reconnaissance à chacun? Jérémy, justement, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par décentralisé, pour que ce soit bien clair pour l'ensemble des personnes? D'accord, on prend un exemple aujourd'hui, par exemple, si vous vous connectez sur Horizon Worlds ou n'importe quelle plateforme de réalité virtuelle, vous y allez, vous pouvez, on va dire, vous pouvez vous amuser à acheter des objets comme dans un jeu vidéo. Mais si demain ce monde ferme ses portes, tout ça c'est perdu avec le jeu. Dans un monde décentralisé, ces choses que vous achetez, vous pourriez les exporter hors du système, et peu importe que le jeu coupe, que le truc finisse, ce serait toujours à vous, vous pourriez l'utiliser ailleurs. Vous l'avez dans un espèce de portefeuille. Et en fait, vous pourriez même importer des choses dedans. Donc dans un monde décentralisé, il y a certains actifs qui ne se font pas partie du système lui-même, ils sont ailleurs. Ça, c'est une première chose, mais parfois, on pourrait même imaginer, vous connaissez YouTube, aux États-Unis, il se développe un YouTube complètement décentralisé, c'est-à-dire qui appartient, qui est développé et administré par ses utilisateurs. Il n'y a pas de boîte, en fait, il n'y a pas de boîte qui existe pour gérer ça. C'est quelque chose qu'on appelle une initiative complètement décentralisée qui appartient à ses utilisateurs. Ça n'appartient pas à une personne ou une boîte en particulier. Et derrière la promesse de décentralisation, on a une plus juste redistribution de la création de valeur entre les participants. Oui, c'est bien de dire la promesse. Oui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la blockchain est la technologie qui porte le mieux, a priori, cette promesse. En revanche, quand on creuse un petit peu de manière critique, on voit qu'aujourd'hui, il y a une boîte qui contrôle 97% des échanges dans la blockchain, Consensus, et qu'on n'en est pas encore là. Mais c'est la promesse, effectivement, c'est ce vers quoi on aimerait aller. C'est-à-dire un monde où la valeur est répartie de manière juste et où il n'y a pas un acteur qui peut contrôler les règles de comment on est reconnu. C'est parce que c'est ça le vrai sujet. Donc une meilleure redistribution de la valeur entre les collaborateurs des entreprises. On parle aussi de l'économie de la création autour du métaverse et notamment du Web3. Alors, si on se projette demain, est-ce qu'on sera des collaborateurs plus créatifs ? Alors, est-ce que le métavers favorise la créativité? Il y a deux niveaux de réponse. D'abord, le premier niveau, c'est la restauration de ce qui n'était plus possible de faire. Et là, je me tourne vers mon voisin parce que c'est ce qu'il a expliqué, Vincent, sur le fait qu'il n'était plus possible de se rencontrer dans la vraie vie et que du coup, les onboarding par Teams, ils étaient très chiants, alors que dans le métavers, ils reprenaient un peu de sens, en tout cas de sens social. Donc, il y a le fait de restaurer, en fait, cette dimension sociale. Pour revenir sur la question d'avant, est-ce que c'est le futur du travail ou comment ça se situe par rapport au travail? Pour voir un petit peu plus large, en fait, c'est simplement une évolution de notre vie digitale. Je partage tout à fait le fait que ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution de notre vie digitale. Notre vie digitale, elle a 50 ans à peu près, et c'est toujours fait en 2D, c'est toujours à plat. Or, depuis Lucie, on va dire, ou Toumaï, donc depuis 3 ou 7 millions d'années, on est des animaux en 3D. Nos interactions sociales sont en 3D. Et en fait, donc on est en train de basculer, on a un point de basculement, au début du basculement de notre vie digitale de 2D en 3D. Donc est-ce que ça a un impact sur le travail? Oui, bien sûr, mais ça a un impact sur toute notre vie digitale, donc l'entertainment, l'information, etc. Donc est-ce que ça va permettre d'être plus créatif? Oui, alors indubitablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rencontre dans un espace qui est formidable, mais qui présente des contraintes physiques, des limites d'accueil, il y a un toit, il y a des lumières, etc.
Si on décidait de poursuivre la conversation au bord de la plage, au bord d'un volcan, à l'autre bout du monde, ou avec une salle 10 fois plus grande, il suffirait d'un claquement de doigts, en l'occurrence d'un clic, pour que soudain on change la salle, et ça changerait la façon dont on interagirait. Nous, chez Antilogie, on a déjà répondu à la question est-ce que le métavers est l'avenir du travail? Je ne sais pas, mais c'est le présent en tout cas. On l'utilise au quotidien. C'est-à-dire que nos réunions entre collaborateurs, on les fait, on n'habite pas tous Paris, hein, on les fait à distance. On les fait aussi avec des clients qui ont commencé à travailler là-dessus, entre eux, et avec nous. Et on a créé un grand nombre d'espaces qui nous permettent de collaborer. En fait, on crée un espace à chaque fois qu'on a un nouveau client, à chaque fois qu'on a un nouveau projet. Et on a vu ce que ça pouvait faire, on a testé vraiment ce que ça fait de faire le même type de réunion dans un espace qui réplique le quotidien ou qui est totalement fantaisiste, totalement onirique, et à quel point ça a un impact sur la façon dont les gens travaillent. Donc on est en train de découvrir et d'inventer tout ça. Est-ce qu'à la fin ça permettra d'être plus créatif? J'en suis certain. Est-ce qu'aujourd'hui ça permet d'être plus créatif? Pas forcément, pas encore en tout cas. Il y a des nouveaux métiers quand même. Il y a des nouveaux métiers ou des métiers qui prennent un autre sens sur la création. Là, tu as dit on était à une plage, on est sur une plage. Il faut un designer qui crée cette plage virtuelle et qui la rend interactive et adaptée à ce metaverse, à cette expérience. Donc il y a des métiers de création qui ressurgissent, modeleur 3D. Avant c'était très jeu vidéo, là ça devient un métier pour l'industrie ou pour le grand public. Et on peut y aller. Et l'IA, tu en parlais tout à l'heure, on peut, c'est des expérimentations pour l'instant, dire une voix en disant je veux une plage avec un coucher de soleil, génère-moi ce monde. Là, actuellement, c'est la mode avec DALL-E 2, Stable Diffusion, de générer des images 2D. Mais on est en train de tester aussi la partie 3D, de se dire, allez, on se retrouve à New York, près de la Statue de la Liberté, un soir d'hiver. Et ça va nous générer le monde. Il y aura le graphiste qui sera toujours là, ça ne va pas remplacer 100% des métiers, mais l'IA pourra aider, enfin j'espère, hein. Ça c'est la promesse, l'IA remplace les humains, j'espère pas. J'espère pas non plus. Mais voilà, il y a des métiers de création qui vont apparaître, des métiers d'interactivité. Si demain je veux créer un monde virtuel interactif, il y a un développeur à un moment qui va dire quand j'appuie là, il se passe quelque chose. Il faut le coder. Il y a des technologies très complexes, avec du Unity ou autre, où il y a du low-code ou du no-code, qui vont nous aider à le faire et rendre ça plus accessible pour avoir l'équivalent du PowerPoint de la 3D. Tout le monde dit en rêve, Wixar fournit en partie ça, et XR+, qui est dans la salle, salut XR, fournit des outils low-code, voire no-code, pour créer ces interactivités en VR, en AR, réalité augmentée aussi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est des métiers de création, d'expérience, pas expérimentation, d'expérience que l'on vit. Et d'ailleurs, sur les métiers, enfin, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent tous les jours dans le métaverse. Alors, le dernier en date que j'ai vu, c'est jardinier. Bah oui, parce que quand on commence à créer des espaces, des maisons, des immeubles dans la ville, bah, on a besoin de rendre ça agréable. Donc, on a des jardiniers qui font des parcs virtuels dans les villes. On a d'autres métiers comme garde du corps, parce que quand on est une star et qu'on se balade dans le monde virtuel, bah, on n'a pas envie d'être agressé. Et je crois, Jérémy, que tu as créé des catégories pour qualifier les nouveaux métiers dans le métaverse. Alors, si tu peux nous en dire un mot. Oui, en fait, dans ma démarche, j'essaye toujours d'adopter une démarche scientifique quand j'aborde un concept. Et là, donc, ce que j'ai fait, c'est je me suis tapé la littérature scientifique sur les 20 dernières années sur l'émergence de l'économie du travail à l'ère de la réalité virtuelle. Et donc, en fait, fort de ça, j'ai fait une synthèse, puis après, j'ai ma propre idée aussi. Et on voit 4 grandes catégories de jobs qui sont en train d'émerger. Là, je ne parle pas de tous les métiers qui vont être modifiés par la blockchain, tout ça. Là, on parle d'un environnement immersif permanent, persistant, hein, ce qu'on appelle un métavers. Et on imagine que dans ce monde-là, on a 4 grandes catégories de métiers. Le premier, ça va être les immergés, les personnes qui devront travailler au quotidien dans ces environnements-là. Donc là, on peut penser par exemple à des agents immobiliers, à des vendeurs. On a par exemple sur la plateforme Decentraland Samsung qui a ouvert une boutique, un showroom, et on a déjà des personnes qui, quelques heures par jour, en fait, animent un avatar pour accueillir les clients dedans. Donc bientôt, ça se fera. En fait, les vendeurs auront un casque 7 heures par jour sur la tête. Ça pose beaucoup de questions sur le droit du travail, sur les risques psychosociaux. Donc c'est maintenant qu'il faut aussi gérer ces sujets-là. Mais là, c'est donc tous les immergés. Après, on va avoir les concepteurs. Donc là, tu en parlais, c'est les personnes qui vont devoir aussi
penser ces environnements. Est-ce qu'il faut de la gravité? Est-ce que les couleurs doivent être les mêmes que dans le monde réel? Est-ce que c'est OK d'avoir un volcan dans l'eau? Enfin, je ne sais pas, tout un tas de trucs comme ça. C'est repenser toutes les règles, repenser l'urbanisme, repenser la manière dont ces environnements en fait, sont créés et vivent. Ça va être les concepteurs. Après, les organisateurs, c'est les personnes qui vivent dans le monde réel, qui sont dans le monde réel au quotidien, mais dont le métier, ça va être d'animer ce qui se passe dans ce métavers. Là, on a déjà des personnes qui créent des défilés de mode, des personnes qui créent des concerts, d'autres personnes qui vont aller animer un quartier. Donc, il va falloir organiser la vie en fait, dans ces environnements-là. Ça va être une économie, et il y a des gens dont ça va être le métier. Et après, bien sûr, on va avoir ce qu'on appelle les observateurs. Et là, ça va être les personnes dont le métier, ça va être au quotidien d'historiser, d'analyser, d'interpréter ce qui se passe dans ces mondes-là. Parce que, comme Bertrand l'a dit, il y en aura énormément. Et ça pourrait être intéressant de savoir ce qui se passe où. Ça pourrait être intéressant de comprendre aussi comment ça s'est passé, d'interpréter tout ça. Donc, beaucoup de travail de la donnée, a priori. Mais pas que. Il y aura aussi, je pense, beaucoup de sociologie. Parce que je pense que notre identité dans ces environnements-là, en fonction des règles qui seront définies, ce ne sera pas la même identité que celle dans notre monde réel. Et donc, il y aura un gros travail aussi de psychologie, de sociologie à faire. Alors, tu as parlé du droit du travail. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser avec, on va prendre la catégorie des immergés, donc les personnes qui travailleront au quotidien dans des mondes virtuels. J'ai choisi volontairement un mot très anxiogène. Et il est. Les étouffés. Donc ces personnes, elles seront potentiellement, travailleront dans ces mondes virtuels via une interface 2D comme un ordinateur, ce qui peut se faire aujourd'hui, ou directement avec un casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée. Ce qui pose la question de combien de temps par jour on est capable de supporter un casque de réalité virtuelle. Porter un casque pendant 1 ou 2 heures, c'est possible. Au-delà, ça commence à devenir un petit peu fatigant, en tout cas avec les casques qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus aujourd'hui, il y en a de plus en plus, parce que forcément ça pose beaucoup de questions. Il y a une expérience qui a été faite il y a 2 ans, avec 4 marques de casques différentes. Et déjà, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il n'y a rien d'absolu avec les casques de réalité virtuelle. Ça dépend vraiment de la technologie utilisée. Donc on a fait porter à plus de 80 personnes des casques de réalité 7 heures par jour pendant 1 semaine. Et après, on a regardé un petit peu ce que ça provoquait chez les gens. Bon, c'est magique parce que les gens étaient tous en meilleure santé, ça a guéri toute leur maladie. Non, pas du tout. Non, on a observé des pertes d'appétit chez certaines personnes, des pertes de cheveux, pertes de sommeil, augmentation de l'anxiété, mais pas dans les mêmes proportions en fonction des différents casques. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que l'immersion prolongée est négative, mais dans la mesure où on voit qu'en fonction des casques, c'est pas pareil, on se dit qu'en fait, on peut nettement améliorer aussi ça. Et donc, je pense que la technologie va très très vite évoluer pour que dans quelques années, l'immersion prolongée ne soit pas forcément trop préjudiciable à la santé. Même si je pense que ce ne sera jamais très bon psychologiquement de rester trop longtemps ailleurs que dans le monde réel. Et pour compléter, il y a aussi l'usage. Donc nous, on fait un usage quotidien des casques de réalité virtuelle, ceux du marché. Et en fait, on ne fait jamais de session de plus de 45 minutes. On considère qu'après, on est fatigué. J'aurais bien aimé constater une perte d'appétit, personnellement, mais ce n'est pas le cas. Et par contre, on fait plusieurs sessions dans la même journée. Je pense qu'il ne faut pas trop se concentrer sur le parc technologique actuel, parce qu'on est vraiment au début. Enfin, on est en 1997, donc pour ceux qui étaient nés à l'époque, vous aviez un 6630 avec un écran noir et blanc, vous pouvez faire Snark et passer un coup de fil. Vous ne pouvez pas faire une vidéo que vous allez partager avec 1 milliard de personnes sur un réseau social. Donc, on est très loin, à la fois en termes technologiques et aussi en termes d'usage, que tout ceci va nous apporter. Il faut voir la promesse, il faut voir le chemin qui mène, et puis évidemment se pencher sur quelques garde-fous. Je pense que la principale question à se poser sur des gens qui devraient travailler longtemps dans le métavers, ça va arriver vite. Par exemple, la municipalité de Séoul a prévu une réplique intégrale des services qu'il propose aujourd'hui aux citoyens de la ville dans le métavers d'ici 2025. Donc, il s'appelle le Centre 120, je crois. Par exemple, la question de l'avatar est clé. Est-ce qu'on m'imposera d'avoir un avatar, comme est-ce qu'on peut m'imposer d'avoir un uniforme aujourd'hui au travail? Est-ce que cet avatar il pourra être photoréaliste ou pas? Est-ce que c'est moi qui déciderai? Si j'ai le droit de prendre un avatar un peu différent de ce que je suis, et que je me fais agresser parce que ce look est très différent, est-ce que je peux porter plainte? Est-ce que c'est contre moi qu'on s'est manifesté cette agressivité, ou est-ce que c'est contre
la représentation de moi-même à travers l'avatar. Là, il y a un champ juridique et dans le cadre du travail qui reste complètement en friche pour l'instant. Alors, une question de l'assistance. Je reprends. Oui, donc quand on parle des métaverses, professionnels ou pas, privés, publics, quelle que soit la forme, à vous entendre, donc c'est toujours au travers d'un casque de réalité virtuelle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre forme d'accès que le casque pour un monde virtuel, parce qu'il me transporte dans un autre univers, ou pour un monde en réalité augmentée, où les éléments 3D sont placés dans le contexte dans lequel je me situe, avec des lunettes, avec un téléphone, ou même encore avec un PC où j'active ma webcam, et donc je peux augmenter mon visage pour avoir des lunettes, avoir un masque, et être présent dans un métaverse social. En fait, la réponse est oui, il y a plein d'autres outils. Aujourd'hui, on a le choix entre l'écran du PC, le smartphone et le casque de réalité virtuelle, mais si vous regardez par exemple ce que fait une startup qui s'appelle Mojo aux États-Unis, ça fait 7 ans qu'elle existe, ça fait 7 ans qu'ils font de la R&D et ils ont enfin pu tester leur premier prototype il y a un mois et demi. Le CEO s'est mis non pas le doigt dans l'œil, mais son prototype dans l'œil. C'était une lentille. Et c'est une lentille qui permet de spatialiser des contenus en fait en face de soi. Ce qu'on peut faire aussi très bien avec un smartphone. Les lentilles et demain les implants, on les a pas. En revanche, ce que les gens ont, c'est des ordinateurs, c'est le téléphone, bien sûr. Et donc on peut tout à fait, je crois, vivre une expérience métaverse. C'est pour dire qu'il ne faut pas rester en fait bloqué sur les devices du moment, mais voir les usages qu'on va en faire. Et bien sûr que le métavers peut être soit complètement virtuel, et ça c'est les casques qui permettent de le faire, soit un enrichissement par le virtuel du monde réel, et ça c'est les lentilles ou les smartphones effectivement qui permettent de le faire, enfin les smartphones aujourd'hui. Attends, je te prends le micro juste avant. La définition de metaverse, le terme il existe depuis 30 ans. Ça vient d'un livre de science-fiction, Samouraï virtuel ou Snow Crash, il y a 30 ans. Et puis après on n'a plus entendu parler du terme. Pourtant, on a eu du Roblox, du Minecraft, qui sont des jeux immersifs. On a eu du Second Life, on a eu de la réalité augmentée. Le fait d'avoir une application Ikea qui permet de poser un canapé virtuel pour tester l'agencement, de faire la configuration, c'est une forme de... c'est la réalité augmentée, c'est pas encore du metaverse. Et Pokémon Go, il y a plein de jeux de ce type-là. Et il y a 9 mois, non, presque un an maintenant, il y a Facebook qui se renomme en méta en disant « je veux être un acteur du metaverse ». Du coup, le terme revient à la mode. Et tous ceux qui faisaient basiquement de la 3D, dit mais je faisais du metaverse aussi. Ah mais le terme il est un peu brandé et copyrighté Facebook, c'est un peu difficile maintenant. Mais bon, c'est le terme à la mode. Et effectivement, le stigmate actuel du truc, c'est immersif, c'est 3D, c'est de la VR. Parce que il y a Facebook qui font des casques à 400 €, et Snapchat, c'est de la réalité augmentée, TikTok est de la réalité augmentée, Instagram aussi. Mais ce n'est pas dans la conception et la perception actuelle que le public a du metaverse. Que Zuckerberg pousse et que les entreprises poussent. Même Accenture ou autre, on va dire le metaverse, c'est beaucoup VR, c'est le truc du moment. Cette interprétation du mot metaverse, c'est le truc du moment. Mais effectivement, à terme, et ça peut être dans pas longtemps parce que tout le monde a un téléphone, il y a de plus en plus d'applications de réalité augmentée qu'on utilise sans penser à la réalité augmentée. Le fait que des enfants se mettent des oreilles de lapin dans Snapchat, ils ne se disent pas c'est de la réalité augmentée. Ils ne se disent pas je suis en train d'ajuster mon avatar et l'expression de mon identité pour mes amis. C'est juste je m'amuse avec les Pokémon Go, réalité augmentée, localisation. Ils n'y pensent pas. Il n'y a pas assez de cas d'usage et ça ne fait pas assez rêver certaines entreprises pour le mettre en avant en disant ça c'est une forme de metaverse. Par contre ma conception c'est oui, le metaverse c'est pas que de la 3D dans un casque, c'est aussi du translucide à travers un téléphone, peut-être des lunettes, des lentilles, peut-être un implant dans le cerveau, on verra après. Oui, alors là pour le coup, parce qu'en fait, c'est très juste ce que tu as dit, il n'y a qu'à regarder sur Google Trends et globalement sur les études faites sur l'App Store, c'est globalement depuis octobre 2021, tout le monde fait du métavers. Alors qu'avant, les gens ne faisaient pas forcément du métavers. Donc c'est aussi le marketing du métavers est très en avance sur le métavers. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de parler du métavers. Ça fait 20 ans qu'il y a des recherches scientifiques sur le sujet et il y a des publis, vous pouvez Google Scholar, vous tapez métaverse, vous allez voir, en fait, ça ne s'est jamais arrêté.
Ça s'est jamais arrêté. Donc moi, le travail que j'ai fait, c'est de faire vraiment une revue de littérature de tous ces concepts-là. On a 56 définitions par des chercheurs spécialisés en sciences de l'information, en sociologie, en tout ça, sur les 20 dernières années, sur ce que doit être un métavers. Et par rapport à ce que tu dis, on retrouve quand même le sujet de l'immersivité, du degré d'immersivité. Donc est-ce que quand on est devant son écran, est-ce que c'est suffisamment immersif? Il y a un sujet d'interprétation quand même. Et puis après, il y a quand même aussi le sujet de la permanence et de la persistance. Les environnements virtuels tels qu'on les voit aujourd'hui, ils ne présentent pas suffisamment de permanence et de persistance pour qu'on puisse vraiment les considérer comme ce que peut être un métavers. C'est des environnements virtuels CTP. Mais ce sujet de permanence et de persistance, autrement dit, les objets, en fait, ils existent à part entière, indépendamment de l'environnement dans lequel ils se trouvent. On n'est pas encore forcément là partout. C'est pour ça, en fait, que quand on dit métavers, aujourd'hui, moi, comme pour l'IA il y a quelques années, le marketing du sujet est encore très en avance. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet, ça pose une question sur le métaverse, parce que c'est vrai que du coup on l'orienterait monde virtuel et donc réalité virtuelle, et donc la question c'était par rapport à la réalité augmentée, et on voit que la réalité augmentée est aussi de plus en plus utilisée, pas seulement auprès du grand public avec Pokémon Go, Snapchat, mais également dans le monde de l'industrie, où on commence à avoir des ouvriers, des opérateurs sur le terrain, qui vont mettre des lunettes de réalité augmentée, qui vont être en contact avec des experts, qui vont les accompagner dans des opérations. Et on va avoir des modèles 3D de l'information qui va s'afficher en surimpression au niveau des usines. Alors on n'est pas exactement dans la persistance, même si ces objets ils sont bien présents, ils peuvent être même connectés à des capteurs IoT, mais quelle est l'étanchéité justement, ou l'absence d'étanchéité entre le monde physique et le monde virtuel au sens large, qu'il soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée dans le métaverse? Est-ce que le métaverse n'est pas finalement connexion entre deux mondes? Je reprends le micro. En fait, le terme sous-jacent, ça va être le digital twin, le jumeau numérique. C'est le fait d'avoir des objets physiques et j'ai leur réplica numérique, peut-être 3D, sûrement 3D même, mais c'est aussi le réplica des flux d'informations qui sont sous-jacents ou d'un processus. Se dire, cette machine, est-ce qu'elle a été réparée? Oui ou non? C'est une information. Il faut que je l'ai en version numérique, cette information. Ça fait partie du jumeau numérique. C'est son état de vie, son cycle de vie, son processus. Si on attache de la blockchain, par exemple, on peut se dire, j'ai réparé une machine, il y a une pièce, d'où elle vient, elle a été fournie par un fournisseur, et ce fournisseur, il a été alimenté en matière première par qui? On peut faire toute une traçabilité. Tout ça, ça forme le jumeau numérique. Et la consommation de ce jumeau numérique, ça peut être VR, ça peut être 3D s'il y a besoin de le voir. Mais s'il n'y a pas besoin de le voir, je me mets dans un Excel et j'ai les données qui arrivent et je peux faire mon métier. Passer un ticket, un ordre de maintenance en ligne et faire suivant pour l'assigner à quelqu'un d'autre, pas besoin de 3D. Mais c'est une forme de jumeau numérique d'entreprise. La 3D, par contre, effectivement, ça peut aider au quotidien. Je suis technicien, je dois réparer une machine. Je vais avoir des indications sur comment la réparer, en mode checklist sur le côté. Mais s'il y a une information précise, la vis à dévisser, c'est celle-là exactement, il faut la tourner dans le sens aiguille d'une montre, je veux la flèche au bon endroit. Ça fait partie du jumeau numérique, et c'est le jumeau numérique des procédures, du jumeau numérique de l'assistance. Et ça se déploie beaucoup en industrie, pour des compétences métiers fortes. On n'a pas forcément le temps de faire des formations pour tout le monde, donc surtout formation présentielle. On réduit un peu la formation grâce à la VR, et on rend la personne autonome grâce à la AR, à la réalité augmentée, puisqu'il aura en permanence ce petit compagnon qui va l'aider, cet assistant, ce Jiminy Cricket, qui va lui conseiller les bonnes actions à faire et valider que c'est bien fait. Si je touche la machine au mauvais endroit, je risque de me faire électrocuter, il faut que ce génie me dise « attention, tu n'as pas le droit de t'approcher ». Et la réalité augmentée va aider via des lunettes, pour être en mode main libre, ou via téléphone, si on peut se le permettre. Donc je pense que tout est lié, et c'est pour ça, tu disais, c'est marketing, metaverse. Il y a des entreprises qui faisaient de la formation il y a 5 ans, qui disent « on fait maintenant de la formation dans le metaverse ». C'est les mêmes technos, il n'y a rien qui a changé, juste le branding et la marque a changé. Et pareil pour l'assistance. Maintenant, on dit, c'est plus le technicien connecté, c'est le technicien dans le metaverse. C'est le metaverse industriel. On reprend les mêmes mots qu'avant, on les remarketing et ça devient nouveau. C'est le jeu. Et ça, c'est marrant parce que ça fait 10 ans que je bosse dans la réalité augmentée, réalité virtuelle. Et là, il y a plein de nouveaux acteurs qui viennent, même des nouveaux clients qui viennent en disant c'est quoi la réalité virtuelle, c'est quoi le metaverse? Et du coup, il faut reprendre les bases déjà. Il y a de la 3D, il faut avoir ces objets, il faut les numériser, il faut des plans, des CAD ou autres à avoir. On reprend de base, on a effacé un peu la mémoire des gens et ça recommence. Comme tu dis, c'est le jeu.
un éternel recommencement, mais avec un peu plus de maturité et de capacité à déployer, et qui rend encore plus challenging ce système-là. Et puis beaucoup plus de cas d'usage. Et puis voilà, en France, on a la chance d'avoir un écosystème qui est vraiment excellent, de sociétés assez nombreuses qui peuvent créer des contenus en AR, en VR, enfin en XR. Donc voilà, on sait qu'il faut des talents du jeu vidéo et de l'audiovisuel, entre autres, et que c'est des filières d'excellence en France depuis très longtemps. Donc ça contribue aussi à rendre les choses intéressantes. C'est à pas rentrer par la technologie, mais rentrer par... D'habitude, ce qui intéresse les gens, c'est en quoi ça va m'aider, en quoi ça va me servir pour mon boulot, pour ma vie privée. Et alors, on voit de plus en plus d'initiatives d'entreprises dans le métaverse. Donc, on a par exemple McDonald's qui a déposé des brevets dans à peu près tous les métaverses existants. On a des grands distributeurs qui achètent des terrains dans des mondes virtuels. On a des vendeurs de chaussures qui lancent des opérations marketing voilà, dans le métaverse. Est-ce que, si on se projette un peu, est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui opérerait 100% dans le métaverse? Comme disait Bertrand tout à l'heure, on est sur une évolution. Hein. C'est comme si on se posait la question il y a 15 ans, est-ce qu'on imaginerait une entreprise qui opérait complètement depuis Internet, depuis un site Internet? Donc oui, il y aura forcément des métaverses natives. Ça, ce sera, à mon avis, le terme qu'on utilisera. C'est des entreprises métaverses natives. Comme aujourd'hui, on parle d'entreprises digitales natives. Et ça arrivera sur tous les cas d'usage dont on a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit sur l'organisation. On aura peut-être des agences immobilières qui existeront uniquement pour l'immobilier dans les mondes virtuels. En fait, tout ce qu'on peut envisager, on peut en faire un business demain. Et c'est pour ça qu'il faut aussi mettre un cadre éthique très fort. En fait, on arrive à un moment où ce qui est super passionnant, c'est que la technologie n'est plus la limite, c'est l'imagination. Et l'imagination peut être illimitée, mais ça a toujours été le cas. Hein. Les frères Lumière, ils ont inventé la caméra, ils ont fait la première projection, mais c'est pas eux qui ont inventé le champ contre champ, c'est pas eux qui ont inventé le montage. C'est venu plus tard par des gens qui bricolaient avec des caméras, c'est venu beaucoup plus tard. Alors on est là, les outils technologiques commencent à être disponibles. Il n'y a pas tellement de barrières à l'entrée, surtout avec des solutions no-code. Donc on peut tous et toutes commencer à se dire qu'est-ce que je vais en faire, quel va être mon cas d'usage, perso ou professionnel, et commencer à essayer d'imaginer et de réaliser des choses, et de tester, et de se planter, et de recommencer. Et pas attendre que ce soit forcément les géants de la tech qui nous dictent comment on va utiliser les outils qu'ils ont mis au point. Il y a quand même beaucoup de précipitation sur le metaverse. Tout le monde veut faire du metaverse. Marketing. C'est du marketing. Et si j'ai pas acheté mon terrain, je suis has-been. C'est un peu ça. Et le terme en anglais, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le coche. Et là, si L'Oréal achète un terrain dans le metaverse, il y a Chanel qui va acheter un terrain. S'il y a Carrefour qui achète un terrain, il y a Leclerc qui va acheter un terrain. Et c'est la précipitation. Alors ça passe beaucoup par acheter un terrain sur lequel il y a très peu de visiteurs quand même. Par exemple, Decentraland, c'est 300 000 visiteurs par mois, donc ça ne fait pas beaucoup par jour. Et donc il y a beaucoup de chances de ne pas croiser de monde sur le metaverse. Ils sont tous aux quatre coins de la map. Il faut tomber le jour où il y a une activité qui se passe au bon endroit. Contrairement à Fortnite, où c'est plutôt 300 millions par jour, par mois, donc là il y a plus de monde. Et il y a des événementiels qui captent les gens et les objets à venir au même moment, au même endroit. Mais il y a quand même beaucoup de précipitation. Et comme tu disais, pour Internet, à l'époque, il y avait plus de peur. Mais pourquoi j'irais sur Internet? J'ai pas besoin. J'ai mon commerce qui marche bien. Pourquoi il y a les deux. Il y a cette peur et il y a la précipitation. Il faut que j'y sois. Je sais pas pourquoi, mais il faut que j'y sois. Si vous regardez tous les communiqués de presse Metaverse actuellement, on a acheté un terrain, on a sûrement mis une agence virtuelle dedans. On ne sait pas à quoi ça sert, mais ça permet de faire un premier pas vers le Metaverse et explorer le cas d'usage. Ils l'admettent dans le communiqué de presse. La dernière ligne, c'est pour explorer. Ça veut dire que le business, il n'est pas encore totalement développé, la valeur ajoutée, elle n'est pas développée, et le marché, les utilisateurs ne sont pas encore là. Pour être sur Decentraland, il faut un porte-monnaie cryptographique, il faut avoir du bitcoin dans sa poche. Ça ne touche pas tout le monde. Ma grand-mère, ma mère, elle ne va pas aller sur Decentraland. Et s'il faut un PC de gamer pour aller sur Sandbox, elle ne va pas y aller non plus. Donc il y a quand même des freins qui font que ce n'est pas encore popularisé, mais il faut y aller. Et donc, il
Il y a aussi plein de plateformes qui sont gratuites, on n'est pas obligé d'avoir un wallet et où on peut faire des choses, non pas J'entends parler d'antilogie vis-à-vis du grand public. Non, pas pour dire ça, mais il y a des. Voilà, on peut expérimenter sans risquer de perdre sa fortune en crypto-monnaie. Mais bon, en tout cas, niveau marketing, il y a une grosse précipitation. Et ça, c'est pour l'auditoire. Prenez un peu de recul par rapport aux annonces. Il y a plein de définitions de metaverse. Il n'y en a aucune qui est vraie. Et il se peut, je suis un prophète, il se peut que dans 6 mois, le terme disparaisse. Et qu'il y ait autre chose qui apparaisse. Et tu disais metaverse native. Peut-être on va appeler ça reality native. Si Apple sort un écosystème qui s'appelle Apple Reality, ça va faire le buzz. Et ça sera le reality-verse de Apple versus les autres metaverse qui sont has-been parce qu'ils ont 6 mois d'ancienneté. Oui. Donc voilà, le terme, c'est une chose, la définition, c'est encore une chose, les cas d'usage, c'est encore une chose. Il faut être patient, il faut regarder parce que c'est à mon avis, le futur. Il y a deux choses. Bon, déjà, il y a un acteur très sérieux sur le marché qui s'appelle Gartner, qui chaque année publie l'état des tendances technologiques. Et par exemple, sur les technologies du métavers, pour l'instant, ils le mettent au milieu de la première courbe. En gros, ce qu'ils disent, c'est dans 10 ans et plus. C'est 10 à 12 ans pour eux l'émergence vraiment de ce qu'on appelle le métavers. Donc autant c'est vrai qu'on peut dire plein de choses, mais Gartner est un acteur assez sérieux sur le sujet et ça pose une première base. Deuxièmement, c'est ce qu'on se disait, dans le monde du Web 3, puisque le métavers, c'est une des représentations possibles de cette convergence du Web 3. C'est une règle qu'on appelle DYOR, D-Y-O-R, et qui est la règle universelle maintenant dans un monde extrêmement incertain et changeant. C'est Do Your Own Research. C'est en fait, peu importe ce qu'on vous dit, c'est comparer les sources, allez chercher par vous-même et faites-vous votre propre avis. Allez pas adopter notre avis d'aujourd'hui ou quoi. Alors, il y a un point qui revient souvent, moi, quand je discute métaverse avec mes clients, et ils me posent systématiquement la question, mais bon, c'est encore une nouvelle techno, ça consomme énormément d'énergie, alors finalement, mais quel est le bilan RSE et le bilan carbone du métaverse? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de recréer un monde qui consomme encore plus d'énergie et qui nous emmène encore plus rapidement vers la fin des ressources énergétiques et un monde encore plus complexe, encore plus dystopique. C'est ce qu'on voit souvent dans les films de science-fiction. Donc, est-ce que vous avez des éléments d'information sur justement le bilan RSE et le bilan carbone du métaverse? Je n'ai pas de chiffres, mais j'ai des points de vue. L'humanité rajoute toujours des choses. Ça fait partie du besoin de consommer et autres. S'il y a une nouvelle technologie, on va l'adopter et cette technologie remplace rarement la précédente. Le nucléaire n'a pas remplacé le charbon. Au contraire, le nucléaire, des fois, utilise le charbon et on rajoute. Et Internet, ça n'a pas remplacé d'autres choses. Si Internet, ça remplace presque les livres. Mais bon, c'est dommage. Donc le Metaverse, c'est un truc en plus. On va rajouter une couche en plus à l'Internet, on va rajouter la blockchain, le Web 3 au Web actuel. Je pense que les deux vont cohabiter pendant encore longtemps. Et donc on rajoute, on consomme plus. Alors il faut faire que ce Metaverse soit moins consommateur. Il y a des évolutions sur les outils pour améliorer, optimiser la consommation. Mais c'est quand même du rajout. Et si on parle de hardware, de matériel, des casques de réalité virtuelle qui ont une obsolescence, pas forcément programmée, mais une obsolescence intrinsèque de 2 ans. C'est qu'au bout de 2 ans, mon casque, il est un peu has-been et il serait bien de changer pour profiter du dernier jeu. Ce casque ne sera pas recyclé. Il va finir à la poubelle, ou le mieux, c'est de le mettre sur une étagère, comme ça, il n'y a pas de pollution. Mais il n'y a pas de recyclage des casques pour l'instant. La filière de recyclage de l'IT est très mauvaise. La filière est limite plus polluante. Quand les gens disent « je veux recycler le cuivre qui est dans des câbles », ils font brûler le plastique pour récupérer le câble. C'est plus polluant que recyclable. Donc on a un problème, l'humanité a un problème, c'est le côté anxiogène du meeting. On ne sait pas comment bien recycler le matériel et on rajoute des technologies et on veut surconsommer. Les avantages, le Metaverse, ça réduit les voyages. Alors, on disait, un voyage à Chicago, c'est telle quantité de tonnes de gasoil consommées. On peut faire un zoom qui consomme moins et le Metaverse, ça consomme plus qu'un zoom, mais ça apporte quelque chose. Et quand on fait des bilans RSE, c'est qu'est-ce que ça consomme et qu'est-ce que ça apporte. Ça ne rapporte pas d'oxygène, ça rapporte
du bien-être, ça réduit les biais cognitifs, notamment si je suis handicapé par exemple, en VR j'ai pas l'air handicapé et on m'interprète comme un humain quelconque. Par exemple, si je suis transgenre mais j'ai pas eu le temps de faire mon opération, je peux m'exprimer avec le genre que je veux dans le metaverse ou en VR. Ça apporte des choses, mais écologiquement on n'a pas réussi à compenser pour l'instant, à part sur la partie voyage. Mais plein de casques, plein de cloud, on dit ah ouais le cloud computing, tout est sur le cloud. Ouais, on peut aussi rapprocher et mettre sur l'appareil, ce qu'on appelle la partie edge, mais c'est aussi de la consommation, c'est qu'on met des composants en plus. On n'a pas encore trouvé le bon équilibre, c'est en train de se faire, mais c'est le problème du quotidien. On consomme, on consomme. Je ne sais pas si mes homologues ont des choses à rajouter. C'est toujours un peu compliqué de dresser le bilan RSE d'un truc qui n'existe pas encore et qui arrivera à échéance dans 10 ans. Alors dans 10 ans, est-ce qu'on sera encore là? Est-ce que la planète nous aura permis d'être encore là? J'en sais rien. Il n'y aura plus d'électricité, ce sera plus facile. Voilà. Le fait est, oui, que ça réduit les voyages. Le fait est, c'est que oui, il faudra beaucoup de serveurs pour gérer ces mondes, gérer nos avatars, etc. Il n'y a pas encore de bilan, évidemment. Il n'y a pas encore de bilan. Par contre, il commence à y avoir des initiatives entre acteurs justement du marché pour essayer de commencer à chiffrer ça. Qu'est-ce que ça coûte en bilan carbone, en bilan énergétique, de maintenir un avatar, de maintenir un monde virtuel et de le comparer à d'autres usages numériques. Et de raisonner effectivement soit en addition, soit en substitution à d'autres usages numériques. Mais le métavers, il a cette chance d'arriver à un moment où ces questions sont cruciales. On ne s'est pas posé les mêmes questions à l'arrivée du mobile ou à l'arrivée d'Internet. Donc le métavers ne vivra ou ne survivra que s'il apporte des réponses et des réponses positives à cette question. Sinon, il disparaîtra, et peut-être nous avec. On peut planter des éoliennes et des arbres dans le métaverse? Est-ce que ça a un impact positif? On peut planter des arbres, mais ils ne vont pas générer beaucoup d'oxygène. Peut-être des éoliennes pour alimenter en électricité les maisons de nos avatars pendant que nous on est on pourrait nous faire pédaler pendant qu'on est dans le métavers peut-être. Ça génère de l'électricité. C'est une bonne approche. Avant d'aborder des questions du public, je voudrais juste vous poser une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le métaverse que vous ne pouvez pas faire dans le monde réel? Voyager dans le temps. Retrouver des gens qui ont disparu, retrouver des lieux qui n'existent plus, retrouver des espèces vivantes qui ont disparu. Voilà, c'est rajouter cette dimension temporelle. Je pense que ce sera possible. Créer des espaces d'intelligence collective à l'échelle qui permettent de rassembler des centaines de milliers, des millions de personnes avec des vraies gouvernances collaboratives, ce qui est possible par exemple avec la blockchain, pour vraiment adresser les grands problèmes du monde réel. Je pense que le métavers n'a de mérite d'exister que s'il permet d'aider à résoudre les problèmes du monde réel. Sinon, c'est que du détournement de ressources. Moi, j'ai un non-cas d'usage du metaverse. Je veux pas que ça remplace les interactions réelles. On se dit, ça m'évite de me déplacer pour voir des collègues lointains, mais si ça m'empêche, je me dis, tiens, pour voir ma mère ce week-end, je vais la voir dans le metaverse. Non, elle habite à 2 km, autant la voir en vrai. Donc, et mon père aussi, s'il regarde. Le but, c'est pas de remplacer les interactions humaines qu'on peut faire en physique, de ne pas remplacer la vraie vie, malheureusement, dans le metaverse. Après tout le ludique, on peut le faire en plus. Moi, ça me fait de la peine quand mon fils, il donne rendez-vous à son voisin d'étage à 9h le samedi pour jouer dans Fortnite. Il prend une balle de foot et joue dehors avec lui, mais là, c'est son voisin, ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, mais ils se voient dans un metaverse ludique. C'est dommage, il y a une interaction qui disparaît, il passe du temps à parler, mais il perd quelque chose. Donc si mon fils, tu me regardes, demain samedi, tu joues au foot. Merci pour les clins d'œil à la famille. Est-ce qu'on a des questions sur ce sujet passionnant du métaverse? Ou des interrogations? Il y a peut-être plein de questions sur Internet. Peut-être sur Internet, mais on ne les voit pas. Alors moi, du coup, je vais en poser une dernière. Le métaverse est-il un futur désirable pour l'homme? Je précise homme avec un grand H. Pour moi, le métavers est souhaitable, désirable, uniquement s'il permet
d'adresser les problèmes du monde réel mieux qu'on pourrait le faire dans le monde réel. Merci. Je vais faire référence à Pascal, le philosophe, qui a écrit sur la notion de divertissement. Du latin divertire, c'est-à-dire détourner. Le divertissement, il le déplore, mais il pense qu'on ne peut pas y échapper parce que c'est ce qui nous détourne de ce qui est pénible dans la vie. Et ce qui est pénible dans la vie, selon Pascal, c'est qu'on finit par mourir. Et en fait, ce besoin de divertissement, il existe depuis toujours. Les grottes de Lascaux, c'était ça, parce que c'était plus cool de regarder les mammouths au fond de la grotte au chaud que de sortir dehors pour les voir et de prendre le risque d'être bouffé. Et il n'y a pas d'outil narratif plus puissant aujourd'hui que la XR, et le métavers rajoute une dimension sociale à ce potentiel narratif. Donc je pense qu'intrinsèquement, l'être humain trouvera son épanouissement grâce à cet outil, trouvera du plaisir, la recherche de plaisir et de confort, ce sont des drivers puissants, dans le métavers. Est-ce que c'est un futur désirable? Moi je pense que c'est un futur assez inévitable, sous réserve qu'il satisfasse aux obligations du moment qui font que notre espèce est en danger et qu'il faut trouver les moyens de survivre à ça. Je suis d'accord. C'est désirable, mais avec précaution. C'est le principe de précaution. Nouvelles techno, des nouveaux risques, des nouveaux usages. Faut être précautionneux. Pas d'autres mots. Un grand merci à vous trois et puis aux deux autres participants de la première partie de la table ronde. Donc on termine ce thème aujourd'hui. Un grand merci également à la Cité des Sciences et au Carrefour Numérique pour nous avoir accueillis. Et je vous donne alors rendez-vous demain pour une autre conférence qui aura lieu à 16h. Et donc, où Anatole Lécuyer de l'INREA viendra parler métaverse et réalité virtuelle, passé, présent et futur des technologies immersives. C'est à 16h ce vendredi et c'est une conférence qui durera 45 minutes. Je vous remercie et je vous remercie pour votre participation.